Merci à toutes et à tous d'être connectés aujourd'hui pour ce webinaire qui est le deuxième webinaire proposé par l'Inter-ERPS Bretagne sur la thématique de l'agressivité des patients. Aujourd'hui, il s'agit d'avancer sur les notions de mesures de protection, de dépôt de plainte et de suite judiciaire. Sachant que la semaine dernière, il y avait déjà un webinaire sur les impacts psychotraumatiques. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous comme intervenant euh, Madame Gwenaëlle Touroud, qui est magistrate en disponibilité, Monsieur le chef d'escadron Régis Turlan-Artaud et Monsieur l'adjudant-chef Pierre Stéphan, qui sont gendarmes au groupement de gendarmerie départementale du Finistère et à la cellule de prévention technique de la malveillance. Je les laisserai bien sûr se présenter juste après. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure et quart, enfin pour une heure et quart environ. Euh, je laisserai la parole quelques instants avant qu'on débute ce sujet. Je laisse la parole à Monsieur Serge Colombel, qui est masseur-kinésithérapeute libéral et membre de la commission inter-ERPS sur la santé des soignants, la santé et la sécurité des soignants. Il y a d'autres membres de la commission aujourd'hui connectés, comme le docteur Gildas Lecourant, par exemple. Euh, Comme nous allons être ensemble pour ce webinaire, afin d'assurer une bonne qualité de la bande passante, on vous conseille de garder votre caméra coupée, sauf plus tard pendant les questions-réponses, et également garder votre micro fermé. Pareil, vous pourrez le rallumer tout à l'heure en cas de prise de parole. Et puis à la fin, on vous demandera si vous pouvez de remplir le questionnaire de satisfaction. L'URPS, les URPS réunis en inter-URPS, qu'est-ce qu'elles sont? Ce sont les représentants élus de 10 professions de santé libérale qui travaillent ensemble. Donc, il y en a dans chaque région. Pour la Bretagne, voilà, ce sont les 10 professions qui sont citées ici. Et elles ont décidé de travailler ensemble sur différents projets, notamment aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la santé et la sécurité des soignants. Mais il y a également d'autres thématiques qui sont citées ici. Et donc, l'Inter-URPS a un site internet. Vous n'hésitez pas à aller voir en scannant ou en allant voir sur le site. Je laisse la parole à Serge Colombel pour vous dire quelques mots sur nos projets. Et ensuite, ce sera au tour de nos intervenants de dérouler leur présentation. Bonjour, Allez-y. merci d'être là. Avant de commencer avec nos intervenants, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, nous avons en moyenne 80 agressions de professionnels de santé libérales par jour. En sachant que ce sont les personnes qui ont fait des déclarations auprès de la police ou de l'ONBS. Il faut savoir qu'une loi a été votée récemment et qui est passée en commission des affaires des assemblées nationales. Aujourd'hui, les professionnels de santé sont protégés par un texte de loi au même titre que la police, que la gendarmerie, que les enseignants. Hein. Nous sommes dépositaires d'un service public. Donc aujourd'hui, il n'est plus tolérable qu'un soignant qui est là pour soigner les gens se fasse agresser dans son cabinet. Il faut savoir que ça a été pris en main par les URPS. En effet, nous avons donc décidé et on travaille en collaboration avec la gendarmerie puisque nous avons signé un protocole de collaboration, c'était au mois de septembre, si je me souviens bien, avec la gendarmerie, que nous explorons aussi des systèmes de localisation et d'enregistrement à distance. Nous sommes en pourparlers avec ça, avec des prestataires de services qui font d'ailleurs force de loi ces enregistrements. Donc, Madame la magistrate pourra nous le confirmer. Et que d'ici peu de temps, nous avons rendez-vous avec l'ARS Bretagne qui s'empare aussi de ce sujet, qui cherche à protéger les soignants. Voilà. Donc, je voulais juste remettre le cadre et je transmets maintenant, et je reviendrai vers vous pour des questions, si vous avez des questions par la suite, et je laisse la parole à nos interlocuteurs et je les en remercie. Alors, je peux Serge. commencer par me Oui, présenter, c'est ça? On commence par se tout présenter à fait. chacun, et puis après, on commencera les présentations. Donc, pour ma part, je suis Guénaëlle Touroud, magistrate en disponibilité. J'ai exercé pendant 10 ans comme vice-procureure dans différents parquets de Bretagne, notamment auprès du tribunal judiciaire de Brest. Et j'ai été en charge parmi les contentieux, voilà, dont je m'occupais notamment des atteintes aux personnes.
Je vous remercie en tout cas de votre invitation parce que je trouve le sujet absolument nécessaire, essentiel et relativement passionnant aussi dans toutes ses implications. Eh bien, bonjour. Je suis le chef d'escadron Turlan-Artaud. Je suis l'officier adjoint commandement du groupement de gendarmerie départementale du Finistère et je suis plus particulièrement chargé de la prévention et des partenariats. Je vous remercie, Monsieur Colombel, d'avoir rappelé que notre action s'inscrit dans le cadre du protocole de la convention que nous avons signé donc, entre le général commandant la région de gendarmerie de Bretagne et les représentants des URPS. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que nous intervenons aujourd'hui. Je suis accompagné du référent sûreté, je le laisse se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis l'adjudant-chef Stéphane. Je suis l'un des 3 référents sûreté du département du Finistère. Et je vais vous présenter la fonctionnalité de la CPTM, la cellule de prévention technique de la malveillance. J'espère que vous la connaissez. Sinon, ça sera l'occasion justement d'apprendre qui nous sommes et surtout de savoir que nous sommes à votre disponibilité. Donc, je vais vous présenter succinctement ce qu'est la CPTM et à quoi on sert. Bien, eh bien, avant toute chose, qu'est-ce qu'un référent sûreté? Eh bien, c'est tout simplement, on va dire, un gendarme qui a connu le terrain, qui a connu les unités territoriales, qui a travaillé longtemps en constatation sur le terrain. Et de ces constatations, on en a retiré toute une expérience qui permet de pouvoir peut-être anticiper avant que cela ne se produise. Pour cela, de cette expérience, on a suivi une formation sur 1 an que j'ai suivie sur Paris, Canécluse plus précisément. Et cette formation nous a permis d'obtenir un diplôme de référent sûreté qui me permet, moi, référent, de pouvoir vous faire des consultations, des évaluations ou des diagnostics en fonction des demandes. Donc, sachez que c'est un référent sûreté est à disposition de tout demandeur, que notre activité, elle est bien sûr gratuite. Par contre, il n'y a aucune obligation contractuelle entre vous et la gendarmerie. Et ça vous permet, vous, peut-être d'avoir une autre idée de votre structure. Est-elle bien protégée? Est-ce que nous avons suffisamment fait ce qu'il fallait? Ou est-ce qu'il y aurait peut-être des choses à améliorer? Donc voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble là pendant 20 minutes. Donc, c'est suivant. Nous partons, les référents sûreté, le principe de la prévention situationnelle, c'est que nous partons sur un postulat que le délinquant est un acteur rationnel, c'est un être rationnel. Dans ma première partie, je parle principalement de tout ce qui est délit d'appropriation et de dégradation, donc ça va être vol et diverses dégradations. Donc il faut savoir que le délinquant est un acteur rationnel. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Tout simplement que pour lui, est-ce que ça va être difficile de m'approprier ce dont je convoite? Il va devoir rentrer rapidement en ayant trouvé une faille. Il va se diriger vers ce qui l'intéresse. Donc, dans un cabinet médical, on peut entrevoir tout ce qui est médicaments, tout ce qui est produits stupéfiants. On va également les ordonnanciers qui sont assez visés. Donc, tout ceci, ça peut être ce qu'on appelle, nous, les cœurs de cible. Voilà. Donc, là-dessus, fort de ce principe, le référent sûreté, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Qu'est-ce qu'il va essayer de vous faire? Eh bien, tout simplement, on va essayer de mettre en place une stratégie préventive. Stratégie préventive, ça veut dire quoi? Eh bien, on va essayer peut-être de réduire les gains. Là, je parle surtout dans les commerces de proximité où généralement, nous avons encore des gens qui conservent leur caisse le soir dans le magasin. On va essayer de multiplier les risques. Il est exact que je ne peux pas empêcher quelqu'un de rentrer, mais je peux quand même essayer d'augmenter, de multiplier les risques d'être détectés. Donc c'est ça. En fait, on va augmenter ces difficultés de façon à ce qu'il soit débouté de son action. Pour cela, eh bien, je travaille sur des analyses d'environnement spatial et contextuel du site. Je vais ensuite identifier les menaces et les modes opératoires que je peux dégager de votre site. Et ensuite, on va adapter le niveau de protection au degré d'exposition au risque. Donc, je reviens, c'est peut-être une petite redite, mais donc, la finalité, c'est vraiment de mettre en place une bonne stratégie de défense
Alors, attention, ce n'est pas une stratégie qui va vous coûter quelquefois des sous. On peut avoir une stratégie de défense qui peut être très économe. Il suffit peut-être d'un réaménagement, peut-être diminuer l'intérêt d'une cible, comme c'est marqué en dessous, et de réduire les gains potentiels. Peut-être de les mettre, ce qui peut apparaître comme un cœur de cible, peut-être de les mettre en sécurité dans un endroit sûr. Augmenter le risque, ça c'est ce qu'on va voir ensemble, et puis ensuite accroître les difficultés. Voilà, c'est une petite redite de ce que je viens de vous faire. Mon travail consiste, dans un premier temps, lorsque je fais une évaluation ou un diagnostic, c'est de prendre en compte tous les lieux qui sont autour de votre site. Le premier lieu que je vais prendre en compte, c'est la périphérie. Effectivement, dans mon étude, je vais quand même m'attacher à voir qu'est-ce que la commune, dans votre lieu d'implantation, a mis en place pour augmenter la sûreté de la commune. Est-ce que ça va être des caméras? Est-ce que vous avez à proximité de vos cabinets des lampadaires, des candélabres qui fonctionnent? Est-ce que la lumière est toute la nuit ou pas toute la nuit? On va regarder également tout ce qui va être moyen de communication, c'est-à-dire les accès. Est-ce qu'on a des accès dérobés? Donc, on va prendre toute votre périphérie en considération. Puis ensuite, sur effet concentrique, je vais me rapprocher. La périmétrie. La périmétrie, là, vous voyez, c'est l'exemple d'une usine que j'ai faite. C'est sûr que vous n'avez pas cette emprise au sol, mais la périmétrie pour un cabinet médical, c'est est-ce que mon parking est quand même relativement sûr pour ma clientèle? Est-ce que lorsque mon patient sort du cabinet, et nous sommes en mois de novembre et que c'est la nuit, est-ce que mon patient se retrouve dans le noir? Ou au contraire, est-ce qu'une cellule a détecté le passage de mon patient et qu'un spot lumineux s'est éclairé? Tout ça, on va prendre en compte. De même, lorsque vous quittez votre cabinet, est-ce que ce même projecteur va vous assurer la sûreté de votre départ? Alors, tout ça, c'est pris en compte. Votre périmétrie, est-ce qu'elle est dégagée? Est-ce que l'on peut avoir des lieux où on peut se cacher? Est-ce que votre périmétrie comporte aussi quelquefois, nous avons des amas on va dire, des poubelles ou des choses qu'on laisse traîner comme ça et qui peuvent être un facilitateur d'escalade, c'est-à-dire que les gens peuvent en utiliser pour pouvoir monter sur votre toit et rentrer par le toit. Donc tout ça, on prend en compte. Vous comprendrez dans mes propos que ça reste très générique ce que je vous dis puisque je ne connais pas vos cabinets, mais ce sera l'occasion peut-être pour vous de susciter un intérêt particulier et de dire j'aimerais bien qu'un référent sûreté vienne voir mon cabinet pour justement qu'on puisse mettre ça noir sur blanc. On l'a déjà fait pour des maisons médicales et ça a très bien fonctionné. Ensuite, troisième point, bien sûr, je vais m'occuper de la volumétrie. Est-ce que vos ouvrances sont de bonne facture? Est-ce que vous avez des accès qui peuvent être fragiles? Dernièrement, j'ai vu, par exemple, sur un cabinet médical, que je ne citerai pas, bien sûr, ils avaient mis une boîte à clés, vous savez, les fameuses Master Lock, parce qu'ils avaient des étudiants stagiaires et que l'étudiant stagiaire pouvait accéder au cabinet comme bon lui semblait. Seulement, moi, quand je suis arrivé, la boîte à clés était ouverte et quand j'ai rabaissé le capot, le code était bien inscrit. Donc, ça veut dire que moi, à tout moment, avec le code, je pouvais rentrer dans le cabinet médical. Vous voyez, ce sont des petites choses que je vais forcément identifier. Des formations professionnelles, vous me direz. Donc, voilà. C'est un schéma qui va nous permettre de comprendre qu'entre la périphérie et le cœur de cible, on a différents espaces que moi, je vais, référent sûreté, devoir prendre en compte. On va d'abord, dans un premier temps, tout ce qui est en périphérie, dissuader. Donc là, on va peut-être nous faire pression, entre guillemets, à la commune qui vous héberge, peut-être pour qu'il développe un système de vidéoprotection de voie publique, peut-être, certainement. Ensuite, lorsqu'on va arriver dans la périmétrie, on va essayer de mettre en place des obstacles. L'obstacle qui peut être un détecteur de lumière, qui peut être un portail, une clôture, etc., etc. Ensuite, plus on se rapproche en détection intérieure, et bien peut-être on va essayer de vous conseiller d'éviter par exemple les boîtes à clés. On va essayer peut-être de vous proposer de la mise sous alarme si ce n'est pas déjà fait. Sachez que dans un cabinet médical, vous avez également la possibilité d'avoir recours à la vidéoprotection. Ça a été accepté il y a peu.
Justement, pour protéger le corps médical, on a la possibilité, et c'est en train de se mettre en place dans les urgences des hôpitaux, de pouvoir placer la salle d'attente justement sous vidéoprotection avec un déport dans le bureau du médecin qui peut avoir, lui, un visuel sur ce qui s'y passe. Voilà. Donc, tout ça, c'est à mettre en place. Alors, l'articulation en Finistère. Effectivement, là où je vous parle, moi, je suis à Quimper. Je suis à l'état-major de Quimper et je m'occupe principalement des cantons de Quimper et de Quimperlé. Je vous dis principalement parce que rien ne nous oblige à rester cantonnés dans notre petit secteur. Et si besoin est, on peut très bien monter sur tout le département. Mais voyez qu'on a quand même, moi, donc, je m'occupe du canton de Quimper-Quimperlé. L'adjudant-chef sergent, lui, va s'occuper principalement des cantons de Brest et de Châteaulin. Et ensuite, le major Méheuve, lui, va prendre Landerneau et Morlaix, Florin-les-Morlaix. Donc, vous avez 3 référents sûreté diplômés à votre service qui sont prêts à travailler pour vous et pour votre sûreté en vous proposant, bien sûr, peut-être tout simplement une consultation. On vient, on échange, vous nous faites visiter, je regarde et je vous dis, voilà, sous forme orale, on peut réaliser quelques aménagements et ça ne vous coûtera pas plus cher. C'est la forme basique du premier entretien. Maintenant, si vous souhaitez une évaluation un peu plus poussée, on va avoir accès à un document rédigé. Ce document rédigé pourra vous être accessible à la condition que vous en fassiez la demande au colonel Cagnotti, commandant le groupement, par courrier. Une fois que vous avez fait la demande pour avoir un référent sûreté, il nous chargera de la mission d'aller vous voir et on rédigera à sa demande une évaluation ou un diagnostic. L'audit, je laisse tomber, c'est pas pour vous, c'est vraiment pour les grosses structures, donc ça, non, on n'en aura jamais besoin. L'évaluation va permettre de pouvoir marquer sur papier ce qu'on pourrait attendre du renforcement de la sûreté de votre site et ça vous proposera également des solutions que vous êtes libre de mettre en place ou pas. J'insiste beaucoup sur le fait que nous, référents sûreté, ce ne sont que des préconisations que l'on vous donne. À aucun moment, je ne pourrais vous dire c'est une obligation que je vous fais. À l'instar de mes collègues pompiers qui, quand ils font une visite de sécurité dans vos établissements, ils vont vous ordonner de placer une porte coup-de-feu, ils vont vous obliger à mettre une issue de secours. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là, je ne pourrai que vous recommander de le faire. Donc voilà, ça n'a aucune valeur d'obligation. Bien sûr, là, vous voyez, le PowerPoint est très lourd, mais parce qu'en fait, pourquoi? C'est parce que je ne peux pas aborder la prévention pour le personnel soignant en 5 minutes. Mais il est vrai que, au travers de cette slide que je vous propose, et ainsi que la suivante, il est vrai que nous avons aussi la possibilité de vous, on va dire former, j'aime pas trop se former, mais au moins de vous informer sur comment réagir à une personne agressive. Nous l'avons déjà mis en place auprès de personnel de santé. La dernière que j'ai faite, c'était à Châteauneuf-du-Fou, où on avait une trentaine d'infirmiers, kinés et autres personnels de santé réunis dans une salle. Et pendant 1h30, nous avons présenté les possibilités de réagir face à une agressivité. Tout ceci va rentrer en ligne de compte avec tout ce que je vous ai présenté avant, la consultation ou l'évaluation de sûreté, parce qu'en fait, on va vous apprendre à réagir, ou du moins à ne pas vous mettre en danger, mais également, on va aussi voir vos locaux de façon à ce que tout ça s'imbrique. La sûreté prend tout ça en compte, et c'est un travail de terrain. Je suis pas mal, 20 minutes. Merci, mon adjudant-chef. Donc, si toutefois, malgré tous ces conseils de prévention situationnelle et également mettre en œuvre une désescalade dans le cadre d'une agression verbale ou physique, vous êtes toutefois confronté à une infraction, que ce soit un vol, une dégradation ou des violences, bien évidemment, il faudra pour vous déposer plainte. Alors, pour déposer plainte, plusieurs possibilités. Donc, j'évoquerai les 3 possibilités principales. La première, vous avez la possibilité aujourd'hui, après la pré-plainte en ligne, il existe désormais la plainte en ligne.
Donc, vous pouvez déposer plainte directement sur le site. Donc, en tapant plainte en ligne, vous accédez donc directement sur la page que vous voyez affichée actuellement. Petite précision pour les plaintes en ligne, elles ne sont valables que pour les atteintes aux biens, donc uniquement les vols, les dégradations. Si c'est une agression physique, il faudra toujours vous transporter dans une gendarmerie ou dans un commissariat. Néanmoins, si vous avez été victime d'un vol, de dégradation, vous avez cette possibilité de la plainte en ligne qui est entièrement numérique aujourd'hui. Donc, il n'y a plus besoin, à l'issue du formulaire que vous allez remplir en ligne, de vous transporter dans une brigade comme c'était le cas à l'époque. Tout se fait de manière numérique et vous recevez directement sur vos boîtes, sur vos adresses mail. Vous recevrez donc l'attestation de dépôt de plainte qui permettra ensuite de procéder au remboursement pour ce qui concerne cette partie-là. Au-delà de la plainte en ligne, vous avez également la possibilité, bien évidemment, de vous rendre dans une gendarmerie ou dans un commissariat, d'ailleurs, en fonction d'où est implanté votre cabinet médical. Et vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avant de vous déplacer par rapport à vos horaires en appelant directement la brigade pour caler un rendez-vous. Ce que l'on propose également, afin de permettre une prise en charge plus rapide, vous avez un formulaire qui s'affiche, qui est donc un formulaire qui est destiné aux professions menacées. Alors ce formulaire, à quoi sert-il? Si vous êtes victime d'une agression ou d'un fait de vol, quand vous allez appeler, quand vous allez faire le 17 par exemple, vous allez tomber sur un opérateur qui ne connaît pas forcément, qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas que vous êtes une profession de santé, que vous avez un cabinet médical et que vous êtes victime d'un fait quelconque. Du coup, vous allez avoir tout un protocole qui est mis en place où on recueille bien évidemment votre identité, le lieu de commission des faits, un certain nombre de documents. Si vous acceptez, donc c'est sur la base du volontariat, de remplir le formulaire, donc profession menacée qui s'affiche à l'écran, ça se fait sur la base donc du volontariat, donc c'est une action positive de votre part. Vous serez enregistré donc dans les bases de la gendarmerie donc pendant une durée de 2 ans. Quand vous appelez et que vous faites le 17, toutes les informations apparaissent déjà. Vous n'avez pas besoin de vous présenter, de rappeler votre numéro de téléphone, d'indiquer où se trouve votre cabinet, etc. Et ça génère une intervention beaucoup plus rapide de nos services puisqu'on a toute cette partie renseignement administratif qui n'a pas à être renseigné à l'instant T. Donc ce formulaire est assez succinct. Donc vous avez 2 pages qui s'affichent et qui vous permettent donc de vous signaler en avance auprès de nos services. Et encore une fois, c'est un gain de temps très important. Je ne sais pas si d'ores et déjà vous avez des questions ou si on laisse la parole à la magistrate, à Madame Touroud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'adjudant-chef donc l'a rappelé, et donc je le rappelle encore une fois à mon niveau, son intervention est gratuite. Que ce soit pour de la prévention situationnelle, c'est-à-dire la sécurisation de vos locaux et ou des conseils en termes de prévention pour désescalader une situation d'agressivité, il est également disponible et on peut même également faire des formations, il l'a rappelé, particulièrement sur cette thématique-là. Et effectivement, on aurait plus de temps à vous accorder sur ce plan-là. Si vous avez des questions, on est prêt à y répondre, ou sinon, on laisse la parole à Madame Touroud. Merci. Donc, on vient d'avoir des explications plutôt concrètes et pratiques de la part de Monsieur Turlan-Artaud et Monsieur Stéphane côté gendarmerie. Moi, ce que j'aurais envie peut-être d'apporter depuis mon point de vue et mon regard, c'est une façon de vous parler de la loi pénale et de l'institution judiciaire qui soit à même peut-être de vous rassurer. J'ai envie de vous parler de vous, de l'importance de signaler les faits dont vous pourriez être victime et également peut-être même d'une forme de responsabilité dans votre rôle de le faire. Vous êtes, c'est certain tous, dans vos professions médicales et paramédicales, des personnes qui sont dans un engagement singulier, qui demandent énormément d'investissement personnel, voire de dons de soi, que ce soit en temps, en mobilisation, en humanité aussi, et puis en mobilisation peut-être plus pratique, concrète de vos connaissances pointues dans vos domaines. Et déjà, je dirais qu'avec des patients avec lesquels ça se passe bien, vous êtes
déjà dans une situation qui peut être fatigante, qui peut être compliquée à gérer au quotidien, dans un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous offrez, et puis des fois ce que vous ne recevez pas toujours, notamment en termes de considération en face. Et quand on est dans des situations anormales d'incivilité, d'injures, de violence auxquelles vous pouvez vous retrouver confronté de la part des patients ou de leur famille, cet effet impactant psychologiquement pour vous de votre métier va avoir tendance à être encore plus prégnant, voire vous conduire à des situations, à mon sens, je peux tout à fait l'entendre, de burn-out ou de syndrome vicariant qui sont extrêmement compliqués. Je parle souvent de l'effet paillasson. Il y a l'idée que peut-être des fois on va accepter de voir s'entendre dire par un patient que de toute façon on est incompétent ou que même sa femme de ménage aurait fait mieux ou que sais-je encore, ou d'être dans l'injure ou dans peut-être des menaces, etc. Peut-être que dans un premier temps, on va se dire oh ben je vais peut-être laisser passer. C'est vrai que bon, il est un peu, il est dans la douleur, il est dans une souffrance physique et psychique, etc. Je vais peut-être être compréhensif. Et puis au bout d'un moment, si ça se multiplie, si ça se répète, si vous êtes exposé de plus en plus, on va dire, à ce type de fait, il peut y avoir un effet soupape un peu aussi, et puis paillasson dans le sens où vous n'êtes pas des paillassons émotionnels justement pour les gens, vous avez des rôles qui sont déjà suffisamment importants comme ça, sans en plus devoir subir sur un plan psychologique, émotionnel, voire physique de la part donc de vos interlocuteurs. Sachez en tout cas que la loi pénale, elle réprime un certain nombre d'infractions pour maintenir une harmonie sociale et un respect de chacun, des uns et des autres. Vous êtes les premiers, j'en suis sûre, à vouloir que la personne soit respectée quand elle est face à vous, qu'elle respecte aussi voilà, les tiers qui sont par exemple dans l'espace. Vous devez vous offrir aussi ce souhait profond de vous protéger et de vous prémunir de situations anormales pour vous-même. Je pense que souvent, le mieux, c'est d'incarner ce qu'on voudrait pour les autres en étant cohérent aussi dans nos propres démarches pour dénoncer quand on se retrouve confronté à des situations anormales et surtout ne pas banaliser, que ce soit pour soi ou pour ses collègues ou de manière institutionnelle. Dans la loi, il se trouve que les violences sont, à mon sens, réprimées de manière assez peu sévère, les violences, on va dire, lambda, entre deux personnes, par exemple, dans la rue. On a des violences en fonction de l'incapacité totale de travail qui est déterminée, qui peut être, s'il n'y a pas d'incapacité totale de travail, une contravention de 4e classe. On n'encourt que 750 € d'amende, très concrètement. Si on a une ITT entre 0 et 7 jours, enfin plus de 0 et jusqu'à 7 jours, on sera sur une contravention de 5e classe. On encourt là aussi qu'une amende des 1 500 €. Ça, c'est entre des personnes qui se connaissent pas. Je vous expliquerai après que vis-à-vis de vous, c'est différent. On est sur des violences plus de 8 jours pour que ça devienne un délit et donc on encourt de l'emprisonnement. Il se trouve que le législateur a prévu que face à certaines victimes, certaines circonstances, les peines et la gravité de l'infraction de violence est considérée de manière plus forte. Notamment, c'est le cas dans les violences conjugales ou sur les mineurs de 15 ans ou sur ascendants. Mais c'est le cas aussi vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore 1 an, on considérait uniquement les personnes chargées d'une mission de service public, donc qui étaient concrètement des praticiens hospitaliers, mais par contre, toutes les professions libérales de santé ou des établissements paramédicaux n'étaient pas considérées comme bénéficiant de ce régime d'aggravation, on va dire, vu par la loi. Maintenant, depuis la loi de juillet dernier, c'est le cas de chacun d'entre vous. Il faut que vous sachiez qu'on encourt de l'emprisonnement quand on commet des violences à votre égard, mais aussi quand on commet des injures à votre égard, voire des outrages. La différence entre l'injure et l'outrage, c'est que l'outrage, c'est tout propos ou tout geste même qui pourrait dégrader l'image de votre fonction. Donc, ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, vous n'êtes qu'un sale incompétent, même vous êtes qu'un incompétent notoire, c'est suffisant pour être un outrage.
parce que ça vous est adressé en tant que professionnel de santé et que le législateur, et pour moi il a vraiment bien fait, considère que vous faites des métiers déjà suffisamment engageants pour en plus ne pas avoir à subir ce qui était déjà réprimé depuis longtemps pour notamment les gendarmes, les policiers, les personnes dépositaires de l'autorité publique, ne pas subir de par vos fonctions et de par un état peut-être de fatigue et d'irritabilité du patient, en tout cas que sais-je encore, des situations anormales à répétition. Et c'est pour ça qu'il faut que vous sachiez, en tout cas, que du point de vue de la loi, vous êtes des personnes à protéger et protégées d'une manière singulière. Savoir également que quand vous signalez des faits dont vous avez été victime, de la même manière que vous, dans votre métier, vous allez adapter à chaque fois au mieux la situation par rapport à ce que vous connaissez de l'état de santé et des éléments médicaux de la personne, et puis peut-être aussi ces éléments sociaux, psychologiques, etc. De la même manière, un magistrat, il va prendre des décisions par rapport à ce qui est porté à sa connaissance depuis toute la situation globale dont il a connaissance. Donc, à savoir que c'est pas parce que vous signalez, y compris des faits de violence, que de votre fait, entre guillemets, ça serait pas de votre faute, hein, ça serait du fait de la décision qui est prise par rapport à un contexte, mais la personne ne va pas se retrouver forcément en détention. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment savoir qu'on a un panel très important de mesures possibles à notre disposition. Déjà, ça repose un cadre très strict et ferme de se retrouver entendu par des gendarmes ou des policiers parce que on a signalé une injure, un outrage ou une violence. Il faut savoir que on peut très bien avoir des mesures d'interpellation et de garde à vue, mais ça se passe pas toujours comme ça. On peut aussi convoquer la personne pour être entendue en audition libre. Voilà, ultérieurement, ça va dépendre. On va peser la gravité des faits, la possibilité que la personne se présente spontanément ou pas, etc. Tout ça, c'est une appréciation un peu fine que chaque professionnel fera à son niveau. Et puis, une fois entendu, le gendarme et le policier va appeler le procureur pour dire je fais quoi avec ce dossier, il s'est passé ça. Par exemple, le médecin, voilà, dans tel contexte, a été victime de tels propos ou de tel geste. Qu'est-ce que j'en fais? Les faits sont reconnus ou sont contestés, etc. Le magistrat, à ce moment-là, va avoir énormément de possibilités. Il va pouvoir notamment, on va dire, c'est un peu la réponse à minima, mais c'est déjà une réponse qui peut avoir un sens symbolique fort, faire ce qu'on appelait avant un rappel à la loi et qu'on appelle depuis quelques années un avertissement pénal probatoire, qui peut être fait directement par le gendarme. Par exemple, ça va être de dire, vous savez, pour ce type de fait-là, le fait d'avoir émis telle injure envers le professionnel de santé, vous encourez telle peine si jamais vous recommencez. Et puis, on va classer son dossier avec l'indication qu'il a eu ce rappel à l'ordre. Et on aura connaissance dans nos fichiers, si jamais des faits se reproduisent, contre vous ou contre quelqu'un d'autre, qui a déjà eu ce rappel à la loi qui a été fait et qu'on a bien dit à la personne qu'il ne fallait pas recommencer. Donc, on peut avoir une gradation comme ça extrêmement progressive en fonction de la personne qu'on a en face de soi et de la répétition ou pas de faits. Il peut y avoir aussi, on a toute une série d'alternatives aux poursuites, on appelle ça. On peut faire ce rappel à la loi soit directement par le gendarme, soit devant une personne qu'on appelle un délégué du procureur, souvent un ancien gendarme ou policier d'ailleurs, mais pas toujours, mais qui du coup décide de s'investir un peu pour le tribunal et d'être un peu allié du procureur dans des procédures simplifiées, on va dire. Donc le rappel à la loi devant un délégué, ou alors une composition pénale avec la possibilité d'obliger les personnes à faire par exemple un travail non rémunéré. Il peut y avoir des mesures d'ordonnance pénale avec des amendes, etc. Et puis, si jamais les faits sont plus graves ou qu'il y a eu déjà des antécédents au casier judiciaire ou dans les rappels, on pourra aussi convoquer la personne en audience pénale avec un certain nombre de sanctions qui peuvent être décidées. Et dans les cas les plus importants, sachez qu'on peut aussi faire présenter la personne directement devant nous dans le cadre d'une garde à vue par le gendarme pour le mettre sous contrôle judiciaire avant l'audience avec par exemple l'interdiction de s'approcher de vous ou de l'hôpital ou de l'endroit où vous pratiquez. Et même des comparutions immédiates, mais là, les faits encore plus importants ou de personnes multirécidivistes, où on présente directement la personne à l'audience pour être jugée immédiatement sur les faits qui lui sont reprochés.
Tout ça pour vous dire que on est en tout cas, nous aussi à notre niveau, en tant que professionnels de justice, des personnes conscientes de l'ensemble de la situation et qui adaptons au mieux par rapport aux éléments qu'on connaît à la fois des faits et de la personne. Sur ce principe-là, je sais que souvent la crainte principale d'un personnel médical soignant, c'est de se dire moi je suis là pour entre guillemets aider la personne. Est-ce que je vais pas lui nuire? Est-ce que c'est pas moi qui suis un peu trop sensible de considérer que il aurait pas dû me dire ça sur ce ton-là, etc. Moi, je pense soit vous avez l'expérience d'avoir rencontré énormément de monde dans vos vies au quotidien et dans le cadre professionnel. Faites-vous confiance, vous savez reconnaître un comportement anormal. C'est celui dont vous trouvez qu'il est inadmissible vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre si vous imaginez que ça a été dit à un de votre collègue. C'est celui qui vous impacte émotionnellement et dont vous sentez qu'il ne laissait pas en lien avec le fait que vous êtes face à quelqu'un qui a une pathologie incurable et que ça vous attriste, mais que c'est vraiment la posture qui a été prise à votre égard qui est absolument anormale. Pour moi, il n'y a pas de petit manque de respect. Il faut bien être au courant, c'est le même principe dans les violences conjugales, hein. Ça commence par des petits manques de respect, éventuellement, voilà, jamais minimiser les faits, et puis après, on va aller éventuellement crescendo, parce que c'est un peu comme les enfants, hein. Si vous dites pas non, ça continue et ça augmente, hein. C'est-à-dire que les personnes qu'on a en face de soi et qui sont déjà dans le fait de dépasser la ligne en termes de respect, c'est des personnes qui ont absolument besoin d'être recadrées. Et c'est le plus grand service à leur rendre que de permettre ce recadrage et à se rendre aussi à soi, parce que l'effet paillasson dont je parlais tout à l'heure, si au fur et à mesure on signale et on adresse au bon endroit, on va au fur et à mesure évacuer aussi pour nous et considérer qu'on a eu la juste posture vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des autres, et ça va changer énormément de choses. Ça va changer la donne. Ça va plus être l'effet où ça va venir déborder à un moment donné parce que finalement on se respecte pas en ne signalant pas ses faits. Et on peut pas donc laisser quelqu'un nuire. Pour moi, c'est même un devoir. C'est là où j'en parle aussi, une responsabilisation, une responsabilité de votre part qui finalement est gagnant-gagnant parce que c'est se protéger soi et c'est protéger aussi les autres. Parce qu'il faut bien savoir que quelqu'un qui a ce comportement vis-à-vis de vous, c'est très probable qu'il l'ait aussi avec son entourage et avec d'autres personnes qui vous suivront ou d'autres personnes avant vous. C'est rare qu'on soit l'unique victime de quelqu'un qui dépasse les bornes en termes voilà, de violence physique ou d'injure. Et au niveau judiciaire, il y a aussi cette particularité que nous, on peut recouper les informations. Vous savez pas forcément que l'infirmier ou le kiné ou la sage-femme, etc., ont été victimes aussi, peut-être dans un autre établissement ou libéral. Si personne ne dit rien, on peut jamais recouper les informations. Si tout le monde vient dire, moi, il y a eu ça, moi, il y a eu ça, moi, il y a eu ça, nous, à notre niveau, on peut regrouper les dossiers et donner plus de sens aussi à la décision qu'on va prendre et au discours qu'on va tenir vis-à-vis de la personne qu'on a en face de nous. Et ça, pour moi, c'est absolument primordial parce que voilà, toujours avoir en tête que ce qu'on signale pour soi, on le fait pas que pour soi, on le fait pour que la personne soit recadrée de la juste manière pour elle et peut-être éviter des débordements futurs. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne elle a aussi un problème avec des addictions ou autres et que on pourra mettre en place des obligations de soins, nous, à notre niveau, par exemple, vous voyez. Et aussi recouper donc les informations pour l'avenir et pour aussi les proches. Vous dire par rapport à ça, même si c'est un petit peu autour du sujet, mais je trouve intéressant parce que vous avez peut-être aussi déjà été confronté à des suspicions d'enfants en danger dans le cadre de vos consultations. Sachez que c'est pareil, c'est absolument nécessaire de faire des signalements auprès de la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes qu'il y a dans chaque département et qui est rattachée à l'aide sociale à l'enfance, dès que vous avez des suspicions, parce que ça va être de la même manière qu'on va pouvoir établir on va dire un diagnostic d'enfant en danger. Et de toute façon, on enverra des enquêteurs sociaux, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Ça ne peut pas faire de mal, ça peut que être étayant et aidant pour la famille. On n'en arrive pas de la même manière qu'on n'enverra pas en prison quelqu'un qui vous a dit que vous étiez incompétent comme ça. De la même manière, on ne va pas placer les enfants arbitrairement à tort et à travers parce que vous aurez dit que vous avez vu une scène qui vous a un petit peu alarmé dans la salle d'attente. Mais par contre, il faut communiquer ces informations. C'est vraiment une responsabilité aussi à votre niveau parce que vous êtes tous confrontés à des situations psychosociales extrêmement singulières dans le cadre de vos métiers.
et que vous êtes en première ligne de ça, en fait. Et que sans vous et sans ces signalements, nous, on peut rien faire derrière pour être cohérent aussi dans nos réponses. Il faut un partage de l'information, c'est vraiment primordial. Et de la même manière aussi, sachez que, notamment pour tout ce qui est suspicion aussi de violence conjugale, vous pouvez aussi indiquer, voilà, signaler au procureur, etc. Mais je sais que c'est pas toujours simple. Vous pouvez aussi passer par le numéro d'alerte, on va dire, habituel de toute personne qui pourrait avoir une suspicion, qui est anonyme du coup, mais simplement c'est détaillé qu'il y a eu ça de vue. Et puis après, ça permettra aux enquêteurs d'aller un petit peu creuser et investiguer autour de la situation. Pour les violences faites aux femmes, vous pouvez appeler le 3919. C'est un numéro national sur ces questions-là. Et si vous êtes un petit peu en difficulté dans le principe de faire un signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes, appelez-les parce que c'est toujours des très bons, ils vous donneront des conseils, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si jamais vous êtes un peu frileux, ou au moins dans un premier temps avec ça, sachez qu'il y a aussi le numéro 119 qui relaie vos informations de manière anonyme aussi à la CRIP du département concerné. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de vous expliquer le plus de choses possible parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui consiste d'abord à mieux connaître pour changer nos regards et pour être rassuré en fait sur l'importance du rôle qu'on peut avoir pour soi et pour les autres et vraiment ne pas minimiser, c'est vraiment nécessaire. Je sais qu'il y a des questions qui sont apparues au fur et à mesure, mais comme je suis sur mon téléphone portable, j'ai du mal à accéder, donc n'hésitez pas à, si vous voulez, peut-être Monsieur Colombel ou, Tout à ou fait, on va vous à passer me les les questions. relayer, je vois si je peux répondre. Euh, Est-ce que je peux me permettre de vous interpeller? Nous avons déjà travaillé ensemble à Quimper. Je sais pas Oui. si c'était moi. On avait eu une infirmière qui nous avait posé la problématique, et je voudrais que vous expliquiez à nos confrères, qui s'était fait agresser et qui avait ensuite fait un refus de soins. Et il expliquait que les patients avaient porté plainte contre elle pour refus de soins. Donc il y avait une problématique, on avait abordé ça à Ah oui, Quimper, c'est intéressant, je vois ce que vous voulez dire. un cas concret, hein, où on se retrouvait devant euh, un soignant agressé qui porte plainte et avec des patients qui reportent plainte contre eux pour refus de soins. Et je voudrais que vous expliquiez l'attitude de la justice vis-à-vis de cette problématique. Oui. Quelque chose, c'est un cas qui est intéressant. Merci. Oui, c'est très intéressant. Merci de soulever cette question. Oui, vous pouvez en fait avoir peur d'être entre guillemets, enfin vous-même mis en cause pour un refus de soins, alors que vous êtes dans une situation où la personne est anxiogène pour vous de par son comportement. Sachez qu'il y a la théorie et la pratique. Un procureur jamais ne vous poursuivra en justice pour un refus de soins si c'est dans un contexte expliqué de violence ou d'atteinte à votre intégrité émotionnelle, psychique ou physique. Évidemment. Donc, il y a la théorie de l'infraction, mais il y a aussi le contexte autour et la capacité d'apprécier ça. Et par contre, ce qu'il faut pour vous prévenir, c'est avoir aussi vous-même déposé plainte. C'est-à-dire qu'il faut être aussi cohérent dans la logique et récupérer aussi petit à petit les éléments dans votre posture. Le refus de soins doit s'intégrer dans une posture où vous êtes cohérent dans la manière de signaler et de dénoncer pour qu'on puisse se faire une idée de la situation. Mais soyez rassurés avec ça. Ce qui compte à ce moment-là, c'est votre personne. C'est votre protection. C'est absolument pas, vous n'allez pas vous retrouver à l'audience dans un contexte. Il y a une marge d'appréciation du procureur sur l'orientation des dossiers. On fait des classements sans suite, y compris quand les dossiers, quand l'infraction des fois apparaît caractérisée dans sa lecture du texte, mais que les circonstances font qu'elle est explicable. On a une marge de manœuvre possible qui fait que, évidemment, si vous mettez les bonnes choses en place, il y aura pas de difficulté et faites-vous appuyer par vos ordres. Enfin, prenez leur contact et vos ordres d'ailleurs peuvent maintenant, depuis la dernière loi, déposer plainte aussi pour vous. Donc, considérez-les comme vraiment comme des alliés et comme des interlocuteurs privilégiés. Et voilà, n'hésitez surtout pas. Et pareil pour les gendarmes, vous avez, je pense, entendu leur main tendue aussi en tant que référent sûreté. Sachez qu'ils seront toujours là pour répondre à vos questions. De toute façon, c'est simple. Dès qu'on rentre dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat, on est tenu en fait de pouvoir déposer plainte, même si finalement ce qu'on vient signaler, ça correspond pas à une infraction. On est tenu de noter nos propos et de nous expliquer en fait ce qu'il en est de ce qu'on vient d'énoncer. Donc évidemment, surtout en tant que professionnel de santé particulièrement protégé par la loi,
que ce regard-là, il sera sensible aussi, et il sera évidemment voilà, relié à une appréciation au plus juste aussi du contexte. Merci énormément. Je tenais d'ailleurs, avant la fin du webinaire, parce qu'il y a beaucoup de questions, je tenais déjà à remercier messieurs les gendarmes et madame la magistrate pour leurs présentations respectives. Il y avait des questions, notamment. Alors, juste avant les questions des participants, je voulais avoir une petite confirmation, messieurs les gendarmes, sur le formulaire profession menacée. Il est légèrement différent du formulaire SIP, qui existe également. Vous sauriez me dire, c'est pas une erreur en tout cas, ou c'est la nouvelle version? Non, c'est une version qui est actualisée au mois de juillet de cette année, mais c'est la même chose, c'est effectivement ce qui est intégré dans le logiciel SIP. Je ne rentre pas dans le détail. Ce formulaire est à votre disposition, donc on peut vous le transmettre à l'issue de la présentation. Et si des professionnels de santé sont intéressés, vous pourrez leur recommuniquer pour qu'ils s'inscrivent tout simplement et qu'ils le déposent dans une unité de gendarmerie. Tout à fait, on mettra à jour sur votre fiche également, parce qu'on avait la version précédente où c'est écrit SIP dessus, et là j'ai vu que c'était bien écrit Oui, seulement profession menacée. Donc mais c'est vraiment c'est extrait de la même base, il n'y a pas de difficulté, on parle de la même chose. très bien. Merci. Et merci, Madame Touroud, d'avoir fait le lien avec, avec notre projet de travail sur les patients en danger, notamment les mineurs en danger et les femmes victimes de violences. C'est vrai que les URPS travaillent sur plusieurs thématiques, dont la santé et la sécurité des soignants, mais également depuis plus d'un an sur les mineurs en danger. Et donc, ça faisait le lien à ce que vous avez dit sur la cellule CRIP, etc., d'oser signaler, parce que c'est pas évident d'oser signaler. Et pour revenir aux gendarmes, donc il me semble que en cas de dépôt de plainte, il y a la possibilité que les professionnels de santé domicilient leur plainte, non pas à leur adresse personnelle, mais soit à leur adresse de cabinet ou d'officine, soit même à l'adresse de la gendarmerie ou du commissariat, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire pour vraiment rendre encore plus anonyme la plainte. La question avait effectivement été posée lorsqu'on a préparé cette réunion. Donc, il y a effectivement plusieurs possibilités. L'adresse du cabinet, effectivement, plutôt que l'adresse personnelle. Et on avait effectivement échangé sur ce sujet, mais je laisserai Madame Touroud répondre à cette question. Il y a également la possibilité d'anonymiser complètement, donc en inscrivant l'adresse de la gendarmerie ou du commissariat. Mais là, c'est sur autorisation des magistrats et je laisserai peut-être développer ce sujet dans des cas très particuliers. Pense que, enfin, pour être rassurant aussi par rapport à ça, c'est vrai qu'on a souvent peur de la question des représailles ou autre. En fait, la plus grande peur qu'on doit avoir, c'est qu'est-ce qui va se passer si on fait rien, si on signale pas, est-ce qu'il va y avoir une escalade? En vérité, une fois entre deux gendarmes ou devant un magistrat, à moins de profil vraiment de personnalité extrêmement singulier, il y a quand même un rappel à l'ordre qui se fait, qui est souvent suffisant. Je peux comprendre par contre que on préfère donner l'adresse du cabinet que son adresse personnelle, hein, pour éviter toute intrusion. Et ça c'est d'accord. En fait, l'idée c'est simplement qu'on puisse voilà, avoir contact aussi pour envoyer un avis à victime. Mais l'idée c'est de pas forcément avoir peur, enfin d'assumer aussi la posture qu'on prend, puisque de toute façon on va devoir vivre avec cette idée qu'on va peut-être croiser la personne dans tous les cas, en allant faire nos courses, hein, si la personne vit dans la même ville par exemple. Donc ce qui a besoin de se savoir se saura. Si la personne veut retrouver votre adresse, malheureusement, elle y arrivera. Enfin, je pense que c'est surtout une manière de se faire des alliés parmi, voilà, au niveau policier et institutions judiciaires pour justement reprendre aussi confiance en soi et voilà, dans le fait il va pas nous arriver quoi que ce soit de plus désagréable avec cette personne-là parce qu'on aura agi et parce que les choses auront été recadrées. Et si besoin d'un contrôle judiciaire, encore une fois, ça pourra aussi être mis en place. Alors, pour revenir sur vos Si. propos, euh, pour nos confrères, il est très important de déposer plainte et pas de main courante. Hein, c'est vraiment, on en avait déjà insisté à Quimper, la plainte est vraiment importante, pas de main courante. C'est une plainte systématique. Et en réalité, il faut déposer plainte auprès de trois personnes, la gendarmerie ou la police, auprès de votre ordre, et faire un signalement aussi, on ne l'a pas évoqué, à l'ONVS. Ça, c'est très important, car l'ONVS va répertorier tout ça au niveau national et pourra ensuite engager des actions. Donc, trois personnes, gendarmerie, ordre et ONVS. Voilà. Mm.
Et pour compléter ce que vous venez de dire, de toute façon, les mains courantes, enfin, rien n'empêche faire quand même des investigations, notamment quand on est sur les atteintes aux personnes. Ça fait un moment que c'est interdit de faire des mains courantes pour les violences conjugales, par exemple. La personne peut très bien dire formellement, je dépose plainte, mais nous, on fait une enquête quand même. Là, c'est pareil, face à des violences sur personnel soignant, je vois mal une absence d'audition de la personne en face. C'est évident que c'est la même chose en fait. Il faut voilà, assumer encore une fois que ce qui nous est arrivé est anormal et que c'est une infraction pénale. C'est aussi à la fois aussi simple et aussi complexe à accepter quand on a un regard un peu frileux autour de ça. Je peux l'entendre quand on connaît pas bien que ça quoi dans ces configurations-là, quoi. Merci. Parmi les questions, il y en a de professionnels de santé qui exercent régulièrement au domicile de leurs patients. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, plus particulièrement pour eux qui ne sont pas que dans leur cabinet ou officine, les infirmiers notamment, qui exercent beaucoup à domicile? Est-ce qu'on peut peut-être préciser la question sur les conseils qu'on pourrait apporter? Est-ce que Valérie veut... Mince, il y a un écho. Est-ce que Valérie veut prendre la parole? Peut-être qu'elle ne peut pas prendre la parole. Mais en fait, c'était si jamais il y avait des... Ah, je vois une question qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est Valérie qui parle. Il y a une question sur une affiche pour expliquer le statut judiciaire particulier des professionnels de santé. Donc, depuis la loi du 9 juillet dernier, peut-être. Voilà, la reconnaissance en profession menacée. Est-ce que vous avez une affiche pédagogique à ce sujet? Ça pourrait être un travail à faire, à mener avec les gendarmes, par Voilà, exemple, c'est pour travailler pas la connaissance visuellement. de la gendarmerie. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on n'a pas connaissance d'une affiche. Une sorte de récapitulatif. Je me souviens que, alors j'ai un trou de mémoire, mais à l'époque, on travaillait avec un ancien commandant de police qui travaillait avec le ministère, et il avait fait un récapitulatif d'une page à peu près. Mais c'était avant, c'était il y a bien 4 ou 5 ans, hein. Et il avait fait un récapitulatif en fait autour des professions de santé. Est-ce que Valérie veut prendre la parole? Oui, Non. j'ai retrouvé mon micro. Oui, c'était juste pour dire, parce qu'en fait, l'exposé de messieurs les gendarmes était clair, mais un peu trop centré sur l'exercice en cabinet. Et en fait, aujourd'hui, toutes les affaires qu'on voit, hein, pour beaucoup, c'est aussi des professionnels qui exercent à domicile. Donc voilà, c'était juste pour simplement pour qu'ils modifient leurs interventions et qu'ils n'oublient pas les gens du domicile. Voilà. Merci Valérie. Il y a On en également des prend bonne questions. note. Merci à vous. Oui. Il y a également des questions sur les piratages de données, sites internet qui réutilisent les données administratives des soignants, et sur les avis donnés sur la qualité des soignants, donc avis Google, etc. Est-ce que la malveillance, le cyberharcèlement, etc. Est-ce que vous auriez des conseils à ce sujet? Ah oui, là, effectivement, c'est un sujet qui est assez lourd parce que tout ce qui est cybermalveillance, qui englobe tout, hein, piratage, harcèlement, etc. Euh, oui, là, ça va nous compliquer la tâche parce qu'on a de quoi parler là-dessus. Et effectivement, il faut être très vigilant sur les données. Euh, mais voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire très rapidement? Non, comme ça va être un peu difficile de répondre à cette question précisément, quoi. Ne vous en faites pas parce qu'on avait l'intention en 2026 de proposer une autre action concrète autour de la cybermalveillance. Ouais. Donc peut-être que vous pouvez regarder un petit peu sous les pieds pour cette autre action, que ce soit webinaire ou autre événement autour de cette thématique. Ouais, parce que c'est assez pointu, donc ça nécessite quand même une intervention un peu plus longue que 5 minutes avec vous, quoi. Alors, les autres questions. Quel poids a la parole du professionnel de santé face aux patients, pardon, qui nieraient les faits? Cela peut-il limiter la suite donnée, la suite judiciaire donnée? Alors là-dessus, c'est la problématique de tous les dossiers, je dirais, c'est la question de la preuve. Donc, ce qu'il faut,
je pense, dénoncer les faits, enfin porter plainte rapidement pour que ça soit circonstancié. Il n'y a pas de raison qu'un professionnel de santé qui dénonce pas tout et n'importe quoi tous les 4 matins ne soit pas cru face à quelqu'un qui éventuellement en plus aura déjà des antécédents ou sera déjà connu. Donc il y a une crédibilité quand même qui est apportée. On va plutôt considérer le professionnel de santé comme quelqu'un voilà, de fiable et à qui on va pouvoir faire confiance. Donc ça va pouvoir venir un peu peser dans la balance. Après, c'est sûr que en fait, le magistrat, il apprécie depuis son intime conviction qui n'est pas toujours forcément simple au vu des éléments. Il faut quand même, pour porter le dossier à l'audience, voilà, avoir quelques petits éléments de contexte. Donc, c'est sûr que dès qu'on peut avoir des éléments de témoignage, y compris des témoins indirects, à savoir un collègue à qui on aurait dit dès qu'on est rentré, par exemple, du soin infirmier à domicile, à qui on s'est tout de suite confié, quelqu'un qu'on a appelé, tout ça, c'est des témoignages aussi indirects qui peuvent être importants. Quand on est sur quelque chose de physique, ben, c'est bien entendu aller faire constater médicalement peut-être la rougeur, les choses, etc. Savoir aussi que la violence, c'est pas que quand il y a des chocs physiques, ça peut être aussi un choc émotif lié simplement au fait que quelqu'un arrive et brandisse le poing, il a beau ne pas asséner de coups, vous pourrez être sur des violences en lien avec un choc émotif que ça a causé pour vous. Donc là, c'est sûr qu'il y aura rien de constatable médicalement parlant, mais ça peut être aussi faire apprécier l'impact psychologique sur vous, et apprécier une ITT par rapport à ça. Donc, je dirais, c'est s'entourer le plus possible d'éléments, y compris un peu indirects, qui donnent de la force et du crédit à notre récit. Mais soyez rassurés en tout cas sur le fait que, en tant que professionnel de santé, c'est pas par exemple comme dans les violences conjugales où il va y avoir deux personnes qui vivent ensemble et qui ont tout on va dire peut-être un passif relationnel complexe où on va du coup être, s'il n'y a pas trop d'éléments de preuve, peut-être plus en difficulté pour considérer que les faits sont établis. Devant un professionnel de santé, on est sur une relation différente où normalement il n'y a pas spécialement de volonté de nuire de la part du soignant en dénonçant des faits qui n'auraient pas eu lieu par vengeance ou que sais-je encore. Donc c'est aussi apprécié dans les éléments circonstanciels de dossier. Et puis à la limite, dans tous les cas, la procédure, elle est enregistrée dans nos logiciels. Donc même si la première fois, on va dire peut-être il y a un classement sans suite au titre d'une infraction insuffisamment caractérisée, si derrière il y a un professionnel qui vient aussi dénoncer quelque chose où il n'y a pas trop d'éléments de preuve, mais qu'on a déjà eu des procédures précédentes, on va tout ressortir pour apprécier l'ensemble. Donc faut vraiment pas hésiter parce qu'on aurait peur de pas être cru. Ça, c'est vraiment nécessaire de faire confiance pour ça et puis de se dire que voilà, on essaye de réunir juste les petits éléments qui pourraient être intéressants pour voilà, rendre notre récit encore plus circonstancié. Et je rajouterai également, si vous le permettez, vous avez parlé d'épreuves, il y a également la preuve technique. L'adjudant-chef parlait tout à l'heure de la sécurité de vos cabinets. Alors effectivement, on revient sur les cabinets, la sécurité physique de vos cabinets. Si effectivement vos cabinets sont placés sous vidéoprotection, il y aura également cette preuve technique s'il y a une agression, si quelque chose se passe au sein de vos structures. Pour les soins sur ce que vous dites aussi, professionnel de santé qui peut enclencher le micro de son téléphone portable et on a l'enregistrement de la chose aussi. Et après, on a d'autres systèmes qu'on évoquera plus tard, dont on est en train de travailler, qui permettent aux professionnels de santé, même à domicile, par un simple appui sur un petit bouton, d'enregistrer. Et ensuite, si on appuie une deuxième fois, permet de localiser le professionnel de santé s'il se fait agresser. C'est quelque chose, un des axes du travail de l'inter-URPS kiné entre autres. Mais déjà, rien qu'avec votre téléphone portable, vous pouvez enregistrer discrètement et ça fait valeur de preuve, il me semble. Merci. Comme autre question, une question, alors si on remplit la fiche profession menacée, nos données prennent-elles un risque? Je pense que la question, c'est est-ce que la personne veut Alors, vos données sont enregistrées dans nos bases de données. Encore une fois, elles sont conservées pendant une durée de 2 ans. Elles sont sécurisées, elles sont centralisées pour ce qui concerne donc chaque département au niveau des centres opérationnels et de renseignement de la gendarmerie, ici dans le Finistère à Quimper.
Et donc, en fait, à partir du moment où c'est enregistré en base, encore une fois, à partir du moment où vous appelez, ça évite de passer par tout le protocole de prise de renseignements, de qui appelle, etc. Et vous évoquez uniquement le motif, notamment en cas d'urgence, si c'est une agression, ça permet de déclencher rapidement les secours. On sait qui appelle et où il faut intervenir. Oui, Merci. juste pour savoir, c'est du coup, faut tous les 2 ans refaire la fiche, si vous le conservez que 2 ans. Absolument, absolument. Il faut renouveler votre demande puisque c'est une démarche de votre part qui nous demande effectivement d'être enregistré en tant que professionnel de santé et profession menacée. Ces fiches existent également pour les élus, par exemple, qui ont la possibilité de faire cette démarche et qui permettent d'être recensés chez nous et de permettre une intervention beaucoup plus rapide. Merci. Et là, il y a une question d'une infirmière remplaçante qui explique que son domicile professionnel est non, que son adresse professionnelle est son domicile, qui demande s'il y a des solutions dans ce cas-là. Euh, Est-ce qu'elle peut Remplaçante quand même modifier dans un l'adresse? cabinet qui serait domicilié, enfin au moment où elle fait le remplacement, ça peut être à ce moment-là, je pense, mettre l'adresse du cabinet infirmier pour lequel elle faisait le remplacement. L'idée, c'est de toute façon de pouvoir. Après, il faut voir voilà, si le magistrat à ce moment-là valide, mais c'est vraiment une idée un peu de traçabilité et de sérieux, on va dire, de l'audition, d'avoir les éléments complets. Mais je pense que l'idée, c'est d'être quand même le plus souple possible avec ce qui peut à la fois nous permettre de remplir au niveau procédural et en même temps éviter toute difficulté pour, euh, pour le professionnel. Donc, à ajuster si la situation se présente, mais je pense que ça pourrait être par exemple une idée. Merci. Moi, j'avais une dernière question, si c'est possible, pour la magistrate. Tout à l'heure, on parlait de refus de soins, et je ne comprends pas, en fait, pourquoi vous ne parlez pas déjà du contrat de soins. C'est ce que j'ai mis en question, parce que le contrat de soins, en fait, il doit être, en fait, on peut le refuser en tant que libéral, enfin, professionnel de santé. On n'est pas obligé de soigner tous les patients. Hors urgence, je signe. Donc, c'est-à-dire que c'est bien un contrat, et si jamais nous ne sommes pas en sécurité, nous n'avons pas d'obligation de soigner un patient. C'est bien des deux côtés qu'on signe le contrat. C'est pas d'un seul, c'est pas le patient qui arrive et pour lequel on aurait une obligation de faire un soin. Alors la difficulté là, c'était des personnes qui étaient suivies dans le cadre d'une pathologie qui nécessitait des soins quotidiens et pour lequel, en gros, l'idée c'était de dire ben l'infirmier peut pas du jour au lendemain partir et ne pas revenir sans avoir signalé à l'ordre qu'il fallait voir pour éventuellement désigner un remplaçant, enfin sans assurer le suivi et la suite du processus de soins. Euh, c'est une réalité. Il faut que ça soit circonstancié et expliqué. Vous pouvez pas laisser quelqu'un pour lequel il y a une prescription, une ordonnance et pour lequel vous avez fait un suivi, sans, on va dire, faire en sorte que le relais se fasse. Et en tout cas, d'être en mesure de dire que vous avez tout fait pour que derrière un relais soit pris et que vous avez signalé la situation du patient. Imaginez un patient isolé chez lui pour lequel tout le monde pense que c'est vous qui continuez à aller changer des compresses, etc. Enfin, vous pouvez pas disparaître tout d'un coup dans la nature et ne pas y retourner, quoi. Il faut assurer le suivi en fait pour la suite, mais si personne entre guillemets ne souhaite y aller parce que dans les autres personnes que vous connaissez, les autres professionnels que vous connaissez, parce que justement il y a cette situation anxiogène chez ce patient-là, c'est au moins le signaler à l'ordre et expliquer pourquoi avec la contextualisation d'un dépôt de plainte, le cas échéant. Je comprends, mais c'est toujours, enfin, ce que je trouve toujours un peu embêtant dans ce genre de situation, c'est que c'est l'agressé qui doit faire des démarches pour se protéger, pour éviter qu'on continue alors que, enfin, je vois même pas comment on peut demander à quelqu'un d'aller, va à ma place parce que je viens de me faire agresser. Ça, c'est Il compliqué, quoi. faut, il faut à minima contacter l'ordre et le signaler en fait. Vous, à votre niveau, c'est pas forcément trouver la solution, mais c'est être lisible et clair sur le fait que vous pouvez pas continuer à y aller. C'est simplement ça, c'est une transmission d'information. Parce que de la même manière, on pourrait dire, ben pourquoi est-ce que alors qu'il dépose pas plainte et il explique rien de ce qui s'est passé, du jour au lendemain, il décide de pas y aller. Enfin, il faut aussi être cohérent de chaque côté en fait. Merci. Ben de rien. Merci. Il n'y a pas d'autres
questions. Brièvement, les outils proposés par l'Intérieur Presse Bretagne sur la santé et la santé et la sécurité des soignants. Parmi les actions en distanciel, comme aujourd'hui le webinaire et la semaine dernière, il y a également des formations et des conférences en ligne proposées par SPS l'Institut et la Maison des Soignants, qui sont partenaires de l'Intérieur RPS. Donc, il ne faut pas hésiter à aller visiter leur catalogue de formation avec le code partenaire qu'on vous a transmis. Vous le redemandez si besoin. Il y a également les actions en présentiel. Là, dernièrement, donc en octobre et novembre dernier, il y a eu 4 dates de sessions de formation sur la désescalade de la violence et en une journée en présentiel avec un formateur issu des forces de l'ordre, comment arriver à avoir de bonnes pistes pour pouvoir éviter, face à un patient agressif, éviter l'escalade de la violence. Donc, comme nous l'ont expliqué messieurs les gendarmes, ce qui est possible de pouvoir faire au sein de vos cabinets et officines, ce sont les conseils de sûreté, donc les consultations de sûreté, collectives et individuelles. Donc, à revoir début 2026 pour la procédure exacte. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une personne qui demandait le nom du référent sûreté pour le 56, le bien. On vous fournira tous les éléments, les coordonnées, mais on va aussi vous expliquer à partir de janvier comment se dérouleront les demandes en fait pour ce qui va être des conseils de sûreté collectifs. Finalement, voilà, ce sont peut-être des petites séances collectives, soit au sein de la gendarmerie, soit en ligne, en webinaire, probablement. Et puis, les autres actions présentielles. Euh, Sa santé, sa sécurité. Sa santé passe également par la prévention de son état de santé, et donc avec les examens de prévention en santé proposés par l'assurance maladie, gratuits pour les professionnels de santé. Donc c'est sur inscription également. Et puis au milieu, en orange, j'ai mis la boîte à outils de tout ce que propose déjà l'Intérieur RPS en termes d'outils pratiques, de fiches, d'affiches pour vos cabinets ou pour vos salles d'attente, vos officines. Donc, les fiches santé des soignants, la fiche type profession menacée, je vais la renommer, on va vous donner la bonne version. Sur votre prévoyance, parce que voilà, malheureusement, un accident est vite arrivé et c'est pas au moment de l'accident qu'il faut se rendre compte qu'on a un contrat d'assurance qui n'est pas du tout adapté à notre situation. Donc, faire le point sur son assurance prévoyance. Et idem pour l'addendum qui concerne les professions paramédicales. On vous mettra normalement d'ici la semaine prochaine les replays de ce webinaire et du webinaire précédent. Ce webinaire, il sera accessible durant 6 mois. Donc, il faudra le voir, revisionner le replay pendant les 6 prochains mois seulement. On a évoqué la plateforme ONVS, donc Observatoire national sur les violences en santé. Il est très important, si vous devez signaler des faits, donc si vous devez porter plainte, également de signaler à votre ordre pour les professionnels qui ont des ordres et à l'ONVS pour faire tout simplement avoir des statistiques sur le nombre de violences en santé parce qu'on sait qu'elles sont très, très, très sous-déclarées et que c'est vraiment difficile ensuite de pouvoir agir correctement sur un territoire ou autre autour des violences. Et donc, il y a également d'autres outils partenaires, d'autres fiches pratiques qui sont disponibles sur la Maison des Soignants et SPS l'Institut, dont les URPS sont partenaires. Et puis, comme l'a évoqué Serge Colombel et comme l'ont évoqué les gendarmes, avec la convention qui a été signée récemment, donc c'était en octobre dernier, avec la gendarmerie de Bretagne, on aimerait mettre en place plus régulièrement des actions concrètes autour de la sécurité des soignants. Donc, les conseils de sûreté, notamment, notamment une action sur la cybermalveillance, cyberharcèlement. Mais n'hésitez pas à nous donner des idées si vous le souhaitez, d'actions qui pourraient vous être utiles dans votre quotidien, dans votre pratique professionnelle. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je pense que j'ai fait le tour sur tout ce qui va être outils et actions. Serge, est-ce que vous voulez reprendre la parole? Je reviens sur ça. Donc, en scannant ou en cliquant dans la version PDF, vous pourrez voilà, soit cliquer sur les liens, soit scanner les liens QR code.
J'ai vu qu'une nouvelle question était apparue que je trouve intéressante sur les patients déments ou inaptes qui font Oui, des agressions répétées. Ça, c'est pareil, hein, dépôt de plainte, peu importe en fait ce qu'on pense de l'état psychique de la personne et comme quoi ça pourrait venir ou pas être une altération ou une abolition du discernement, puisque on traite aussi les cas d'altération et d'abolition du discernement en justice, hein, notamment par le biais d'expertise psychiatrique pour évaluer justement où on en est exactement au niveau psychique en termes de responsabilité pénale. J'ai vu aussi des hospitalisations, en gros, sous contrainte, se faire dans un cadre à la place d'emprisonnement, en fait, dans le cadre de procédures qui sont assez singulières, mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit un frein ou une question qu'on gère que vous gériez à votre niveau. Vous êtes victime, point, hein, peu importe de savoir la personne en face, ce que vous lui trouvez comme circonstance atténuante, c'est pas à vous de l'apprécier. Ça sera au magistrat et de le faire avec et de mobiliser ce qui devra l'être à ce moment-là. Donc ça me semble en tout cas être une question intéressante. Et c'est plus à titre de curiosité personnelle, un peu voilà, de l'intervention du jour, mais je ne sais pas si les participants seraient d'accord de mettre un pouce ou pas sur si ces échanges leur donnent, on va dire, la conscience que c'est important de signaler, une conscience accrue ou pas que c'est important de déposer plainte pour la suite. Bon, je vois quelques pouces quand même, c'est plutôt bien. oui, tout à fait, on voit plusieurs pouces, oui. Symboliquement, c'est important. Le pouce, ça veut dire que vous devez faire la prochaine fois. Mm. Bah, super, si ça peut avoir cet intérêt. Tout à fait. Merci. Et merci à vous, à Madame Touroud et Messieurs les gendarmes. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était extrêmement intéressant. On en a appris beaucoup. On a beaucoup aussi, on a beaucoup de travail encore à venir. On a des documents à vous transmettre, des coordonnées à vous transmettre. Donc voilà, vous n'avez pas encore fini d'entendre parler des URPS. Puis de toute façon, on va continuer à travailler ensemble, notamment avec la gendarmerie à travers notre convention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, les participants, vous pouvez aussi poser vos questions en différé. Donc, c'est-à-dire plus tard, voilà, quand on va raccrocher, on va arrêter le webinaire. Mais si vous avez d'autres questions qui vous viennent, on pourra tout à fait les rediriger vers les intervenants. Pareil pour la semaine dernière. Voilà, si vous avez des questions la semaine dernière à Madame Torel, c'est tout à fait normal qu'on vous aide dans ce cadre. Je pense que j'ai fait le tour. Je remets la diapositive sur tous les outils proposés par l'Inter-ERPS. On espère que ces webinaires vous ont convenu. On espère que vous aurez envie de suivre d'autres actions des URPS, notamment les formations agressivité qui auront lieu à l'automne 2026, une dans chaque département. Courant d'année, on verra pour les dates, il y aura les actions sur les cybermalveillances, sur d'autres actions plus précises, notamment sur les patients en danger, les mineurs en danger, etc. Voilà, ce qu'on peut vous recommander, c'est vraiment, vraiment, vraiment de mettre en place des mesures de protection dans vos cabinets et officines et laboratoires, et même quand vous intervenez à domicile. Si vous devez être amené à porter plainte, à le faire, à ne pas hésiter à le faire. C'est très important que vous portiez plainte, comme vous pouvez notamment le faire en ligne si nécessaire, enfin, si la situation le permet, de le signaler à votre ordre, de le signaler à l'ONVS, et aussi ne pas hésiter à en parler aux URPS, parce que nous, on n'est pas du tout automatiquement mis au courant de ce qui peut se passer pour vous. Donc voilà, si vous voulez qu'on fasse le lien également, comme je l'ai déjà dit, on vous transmettra les coordonnées et les documents utiles dans les jours qui viennent. On vous remercie encore une fois, Messieurs les gendarmes, Madame Touroud. Merci aux membres de la commission santé soignants avec qui on travaille tout au long de l'année pour vous proposer des outils utiles et aux autres membres élus des URPS. Je pense avoir fait le tour. Donc, si cela vous convient. Merci à vous, enfin pour la gendarmerie, merci à vous, merci pour les échanges très intéressants et les questions qui sont parvenues. Et encore une fois, effectivement, on est appelé à renouveler ce type d'intervention et on vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'institution et aux questions de sécurité. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre connexion. Voilà, on vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et prenez bien soin de vous et faites attention à vous. Merci. Merci. Au revoir, merci.